Bienvenue dans l'entretien. La science économique a été pensée par et pour les hommes. Elle est aussi la science sociale la moins féminisée. Les femmes représentent à peine un quart des économistes. Pour en parler, je reçois Hélène Périvier, économiste à l'OFCE et auteure de l'économie féministe aux presses de Sciences Po, un ouvrage dans lequel vous dévoilez les biais sociaux, culturels et politiques sexistes à l'œuvre au sein de cette discipline et comment ils ont prospéré dans nos sociétés héritières d'un monde patriarcal. Hélène Périvier, bonjour. Bonjour. Alors que les choses soient claires, vous n'êtes pas militante, vous vous définissez comme une économiste féministe. En quoi c'est l'économie qui vous a mené au féminisme ? Parce que d'abord, dans ma jeunesse, effectivement, comme vous l'avez dit, j'avais pas du tout conscience des inégalités femmes-hommes, du sexisme. J'étais pas du tout engagée ni militante sur ces questions. J'ai fait ma thèse sans penser à ces questions-là, et c'est grâce à une collègue qui était qui avait cette perspective féministe dans son travail de recherche que j'ai découvert ce gouffre des inégalités femmes-hommes. Et donc, j'ai adopté cette perspective féministe dans mes travaux. Et donc, depuis, je suis une économiste féministe, mais ça ne vient pas du tout d'un militantisme. Alors derrière l'apparente neutralité des concepts, vous montrez, et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce livre, comment le féminisme permet de dévoiler les préjugés, les biais à l'œuvre dans l'histoire de la pensée économique, comment tous les tout premiers économistes étaient pleins de biais sur le rôle des femmes et des hommes. Oui, alors c'est vrai que ces premiers économistes, en tout cas si on commence l'économie à la fin du XVIIIe, donc étaient empreints d'une certaine vision des rôles des femmes et des hommes, avec une forme d'essentialisme. Le destin des femmes et des hommes devait être inscrit dans une sorte d'ancrage naturel. Et donc ça a marqué en partie la façon dont ils ont analysé les processus d'échange et marchands. C'est aussi pour ça qu'ils ont laissé de côté un certain nombre de questions pendant très longtemps, notamment évidemment la question du travail domestique et familial réalisé par les femmes dans la famille. Donc, ils ont insuffisamment intégré cette dimension non marchande de nos économies dans leurs analyses, et donc ça pose un certain nombre de problèmes. L'économie de marché, vous le dites, est fondée sur la division sexuée des tâches. En gros, les hommes au travail, les femmes à la maison, au service des autres, parce qu'elles seraient altruistes, là où les hommes, eux, seraient égoïstes. On est très très loin de la neutralité scientifique. Oui, alors ça, c'est vraiment les concepts. C'est-à-dire que les économistes de la fin du 19e, ils vont considérer que les femmes, par altruisme, parce que c'est leur nature, sont inclines à rester à la maison, s'occuper des enfants, des personnes dépendantes, alors que les hommes, eux, sont plus égoïstes et donc vont aller sur la sphère marchande pour procéder à des échanges, pour travailler. Et donc, on voit très bien, c'est évident de notre point de vue aujourd'hui, que cette vision est biaisée et tout à fait essentialiste. Vous l'avez évoqué, selon Adam Smith, l'un des pères fondateurs du libéralisme, le travail domestique, les services à la personne ne sont pas comptabilisés dans la division du travail car ils sont non marchands, non rentables, sans gain de productivité et pourtant ô combien nécessaire, on l'a vu pendant cette crise sanitaire. Comment faire aujourd'hui pour que ces métiers traditionnellement féminins, mal rémunérés, souvent pénibles, soient réellement revalorisés ? Alors peut-être pour dire qu'Adam Smith, lui juste, il évince de son approche un certain nombre de tâches qui sont des tâches qui produisent des services. Et pour lui, la question du productif, elle est du côté de la production de biens, de choses tangibles. Donc c'est pour ça qu'il va un peu évincer cette question-là. Et donc il ne va pas s'interroger sur qui s'occupe des enfants, du boucher, du boulanger. Il va simplement regarder la question de l'échange marchand. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ces services à la personne, aux personnes dépendantes, aux personnes malades, aux enfants, ce sont des services dans lesquels il n'y a pas de gain de productivité sans baisse de la qualité. Donc il n'est pas possible de faire plus sans altérer la qualité du service, parce que ce sont des services dans lesquels on a besoin de passer du temps avec les personnes dont on s'occupe. Et on a particulièrement vu dans la crise qu'on a traversée le rôle des aides-soignantes, par exemple, qui doivent consacrer un certain nombre de temps aux personnes âgées. Et donc, c'est de ce point de vue-là, c'est vrai que la question du marché ne peut pas résoudre l'idée des salaires. Donc, il ne peut pas tirer les salaires vers le haut. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un engagement de la puissance publique pour réorganiser ce secteur de sorte à la fois améliorer les conditions de travail, la professionnalisation de ces métiers et augmenter les salaires pour les tirer vers le haut. Très brièvement, peut-on dire que la crise actuelle a aggravé les inégalités entre hommes et femmes, que ce soit en France, mais aussi peut-être dans d'autres pays moins développés ?
Alors, c'est vrai que dans les pays à bas revenus, c'est très net, la situation des femmes s'est profondément dégradée, notamment parce qu'elles sont surreprésentées dans le secteur informel et ce secteur a été particulièrement affecté par cette crise que nous traversons. Dans les pays à haut revenu, c'est un peu plus difficile de trancher parce que l'emploi des femmes et des hommes a été fortement affecté. Ça peut avoir induit une modification de la répartition des tâches les couples, hein, si par exemple madame a dû aller travailler alors que monsieur a dû télétravailler ou télétravailler davantage, peut-être que ça peut conduire à une renégociation des tâches. Dans certains cas, on a aussi vu que des femmes qui télétravaillent se voient être en charge à la fois de l'éducation des enfants, de toutes les tâches domestiques qui s'accroissent. Donc c'est un peu compliqué de conclure à ce stade en tout cas. Alors pour revenir à la théorie, vous montrez qu'aucun économiste ou presque ne s'est intéressé à cette question du travail des femmes, aux discriminations. Longtemps, ces inégalités sont perçues comme naturelles, voire souhaitables. En quoi l'économie féministe, c'est dangereux ou plutôt, disons, que ça dérange un ordre économique et social masculin? Alors, disons que certains économistes s'y sont intéressés dès le 19e, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'était plutôt dans une perspective plutôt essentialiste, ou en tout cas pas en essayant de porter l'injustice qui était faite aux femmes, et qui est encore le cas au regard des inégalités professionnelles notamment. Donc, ce que pose la question féministe, et le côté très subversif de cette approche, c'est vraiment de faire de l'égalité des sexes un objectif à atteindre pour nos sociétés, et de l'intégrer à la fois dans les questions qu'on pose, donc essayer de poser des questions qui intéresse la question féministe. Vous avez parlé de la question du travail des femmes et de leur valorisation. On peut parler de la question du partage des tâches parentales. Et j'en oublie évidemment. Et donc, poser les bonnes questions, y répondre de façon parfaitement scientifique avec des méthodes éprouvées, et puis ensuite en tirer les conséquences. Et ça, c'est évidemment très normatif. Et nous souhaitons réduire les inégalités femmes-hommes dans une perspective féministe. Alors, autre nuance que vous apportez dans cet ouvrage, vous montrez que l'économie féministe est plurielle, transversale à toutes les écoles de pensée, y compris le libéralisme. Ce n'est pas qu'une simple critique du capitalisme et de l'individualisme. Oui, alors c'est vrai que la pensée féministe en économie, elle est née du marxisme qui était bien équipé pour penser l'oppression et la domination. Mais si on remonte un peu en arrière, il y a des grands penseurs libéraux comme John Stuart Mill, hein, qui est très connu pour son essai sur le féminisme, qui avait un véritable engagement de ce point de vue-là. Lui faisait le pari que la liberté individuelle allait conduire à l'égalité. Alors c'est évidemment John Stuart Mill, c'est le milieu du 19e siècle, mais également aujourd'hui, hein, un certain nombre d'économistes vont penser que le marché peut porter une certaine forme d'émancipation, ce qui était tout à fait exact. Hein. Les femmes, en participant au marché du travail, elles ont acquis une autonomie économique, une forme d'émancipation économique. Donc la question féministe, c'est vrai qu'elle est transversale à toutes les écoles de pensée. Et c'est ça qui, je pense, est tout à fait intéressant dans cette perspective. Et comment faire en sorte justement que davantage d'économistes, hommes ou femmes, s'emparent de cette économie féministe? Comment faire en sorte que leurs recherches soient publiées dans les grandes revues? Comment faire en sorte qu'elles portent plus, qu'elles gagnent en influence? Alors ça, c'est un des points du livre que j'essaye vraiment de mettre en avant. Je montre aussi que l'économie apporte beaucoup au féminisme. Hein. Là, on vient de parler du féminisme qui apporte à la pensée économique, mais l'inverse est vrai, parce qu'il y a quand même une grosse production de savoir sur la mesure des inégalités, la compréhension des mécanismes discriminatoires, l'évaluation des politiques publiques. Et ça, l'économie a beaucoup à apporter au féminisme, et elle le fait déjà. Donc il y a quand même déjà énormément de publications qui visent à apporter des connaissances pour que nous puissions, nous, dans nos démocraties, essayer d'avancer pour réduire les inégalités et les discriminations, essayer de s'approcher de l'égalité des sexes. Alors vous montrez que l'État social, hein, on parle du rôle de l'État, il a privilégié la famille au détriment de l'émancipation des femmes, en favorisant l'emploi de celui que vous appelez Monsieur Gagne-Pain et en reléguant Madame Gagne-Miette aux tâches ménagères et à l'éducation des enfants. Comment sortir de ce modèle? Est-ce que c'est l'ensemble du système fiscal et social qu'il faut remettre sur la table? Alors c'est vrai qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, alors moi je prends l'exemple de la France, mais on pourrait prendre d'autres pays, l'idée de progrès social, elle ne s'est pas accompagnée de l'idée d'égalité des sexes. Donc on a voulu redistribuer beaucoup vers les ménages modestes, mais en créant des droits sociaux, la retraite, le chômage, etc. Mais on n'a pas pensé l'égalité des sexes, on a plutôt vu Madame reste à la maison, Monsieur travaille. Alors depuis les années 50, quand même, l'État social s'est profondément renouvelé, hein, notamment on voit les politiques d'accueil des jeunes enfants, d'articulation vie familiale, vie professionnelle, mais ça reste très insuffisant pour être à la hauteur de l'enjeu. Donc il faudrait vraiment effectivement remettre à plat
l'ensemble de notre système fiscal et social pour essayer de produire un environnement institutionnel qui puisse être porteur d'égalité. Ça suffira pas, hein, parce qu'il y a évidemment la question des normes sociales, des normes éducatives, il y a aussi toute l'éducation, la sensibilisation à l'égalité et à la lutte contre les discriminations, mais c'est néanmoins, les politiques publiques ont quand même un rôle important à jouer de ce point de vue-là. Et alors, en entreprise, à vous lire, il faut se méfier de l'égalité des sexes, aujourd'hui brandie en outil de performance au sein des grandes entreprises. En quoi, selon vous, l'idée que les femmes au pouvoir sont synonymes de performance est fausse, voire dangereuse? Alors d'abord parce que moi je prends la question, je suis une chercheuse, je prends la question scientifiquement, sérieusement, et donc si je pose la question est-ce que plus de femmes dans les conseils d'administration produisent de la performance, je la pose sans préjuger du résultat et sans me dire que ce sera nécessairement positif. Or il y a des études d'ailleurs qui montrent que soit ça n'a pas d'effet, soit ça a un effet négatif, soit ça a un effet positif. Moi je pense vraiment que cette question n'est pas la bonne question. Cette question elle incite à ce que j'appelle le nouvel esprit du néolibéralisme, c'est-à-dire à faire de l'égalité des sexes un instrument au service de la concurrence et du marché et de son fonctionnement. Or, l'égalité des sexes, c'est un principe de justice au service duquel est la concurrence et l'économie de marché. Donc, je pense que cette inversion des valeurs est tout à fait problématique. Merci beaucoup. On l'entend, hein, le combat pour l'égalité des sexes continue et l'économie doit y prendre sa part, selon Thomas Piketty, qui a préfacé votre ouvrage. Merci beaucoup, Hélène Périvier, hein, auteure d'économie féministe aux éditions Presse de Sciences Po. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. L'information continue sur France 24.